Ça va, tu vas bien? Je me présente, mais non, tu me connais. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de faire le bilan de ce voyage au Japon. Je sais que je l'ai annoncé il y a longtemps sur Twitter, j'ai été pas mal occupé, donc voilà, ça vient que maintenant, donc je suis vraiment désolé, mais maintenant vous me connaissez, niveau ponctualité, c'est ma grande qualité. En octobre dernier, je suis parti au Japon pour la troisième fois. J'y suis resté 29 jours où j'ai tourné 18 vidéos que vous pouvez retrouver en intégralité sur ma chaîne YouTube. Donc je me suis dit que ce serait cool de faire une petite review pour parler de mon itinéraire, de mon logement, de mon budget, tout ça, et surtout essayer de donner un maximum de conseils. Alors une vidéo bilan c'est vite très long, c'est vite chiant, donc du coup je pense que je vais faire un sommaire en description avec tous les times de chaque rubrique, comme ça je sais pas si c'est le budget qui vous intéresse, vous cliquez sur le petit time qui est juste à côté du budget et vous verrez directement la partie qui vous intéresse. Du coup on commence tout de suite avec la première partie qui est la préparation de mon itinéraire. Allez, c'est parti. Après 2 voyages au Japon assez simple, assez touristique au niveau fréquentation, hein, donc à base de Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara et quelques petites bifurcations. Donc dans l'ensemble, c'était quand même 2 voyages très très agréables jusqu'à ce que je mette les pieds à... Non, les gens adorent cette ville. Ne prononce pas ce nom, tu vas te faire allumer. Ne dis pas que tu n'aimes pas cette ville. Kyoto. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui adore Kyoto, hein, c'est the place to be in Japan. C'est vraiment une ville traditionnelle avec ses geishas ou geiko comme vous voulez. C'est un petit peu le lieu de recul, hors Tokyo pour la plupart des gens, mais moi c'est mon plus mauvais souvenir. Il y avait vachement plus de touristes que de japonais. J'entendais plus parler français, chinois, anglais que japonais. Il y avait tellement de selfie sticks et de téléphones. J'avais l'impression qu'on avait posé un dôme sur la ville. Même à un moment, je me suis fait engueuler par un flic parce que je marchais trop lentement. Alors je me suis dit, c'est quoi cette marche forcée? C'est des vacances ou c'est la liste de Schindler? Bon, entre nous, il n'y a que les vieux qui vont comprendre cette référence. Même à un moment, il y a une geisha qui se promenait dans une petite ruelle, hein, fallait sortir d'un bâtiment, et t'avais tous les touristes qui étaient là en mode Walking Dead. Geisha, photo Instagram! J'ai pas voulu crier parce qu'il y a les voisins et surtout c'est très malaisant ce que je viens de faire, je sais. J'ai eu un petit goût amer de ce voyage, rien qu'à cause de Kyoto en fait. Donc du coup, pour ce troisième voyage, j'avais vraiment envie de plus d'authenticité, mais surtout j'avais envie d'aller dans des endroits sans le stress de la foule et d'avoir des gens accueillants. C'est-à-dire que si on reste dans les grandes villes, les gens ont l'habitude de voir des touristes, donc tout de suite, c'est déjà moins accueillant. Alors que si on va dans des endroits reculés, dès que les gens vous voient, ils sont souriants, ils sont contents de vous voir, ils sont curieux, ils ont envie de vous poser des questions. Donc moi, c'est vraiment ces endroits-là que je voulais visiter cette année. Du coup, il n'y a pas de secret. Si on recherche des endroits reculés, la seule façon de trouver, mis à part d'avoir des contacts au Japon qui peuvent vous renseigner, ça c'est le meilleur des plans, mais la seule façon en solo de trouver ces endroits-là, c'est simplement une carte. Google Maps, il n'y a rien d'autre. Parce que si vous allez sur Google et que vous tapez endroit reculé du Japon, endroit secret du Japon, que faire au Japon à telle saison, la plupart des sites vont tous vous proposer la même chose. Ce sera un top touristique. Et même s'il y a un endroit qui sort du lot, dites-vous qu'il y a des milliers de gens qui le voient tous les jours sur Internet. Donc cet endroit n'est pas forcément très secret. Et si vous allez demander sur les réseaux sociaux aux gens, voilà, je cherche des endroits reculés, si vous avez des conseils, je suis preneur. Pour avoir lu quand même pas mal de commentaires à ce genre de questions, quand tu lis les réponses et que les gens mettent des photos, c'est généralement tout ce qui se trouve dans les top 10. C'est-à-dire que les gens ont l'impression d'avoir passé un voyage unique. Alors, je ne vais pas dénigrer le fait d'aller à Tokyo, Kyoto, Osaka, tout ça, c'est des très jolies villes quand même, mais tout le monde le fait. Du coup, pour trouver mes endroits, j'ai commencé par utiliser en premier lieu Google Maps. Donc, il suffit simplement de cliquer sur les villes et en cliquant sur les villes, vous aurez déjà des aperçus photos de ce qu'il y a dans les environs. Donc, par exemple, au niveau de Tokyo, à 1 heure au nord de Tokyo, je suis tombé sur Takasaki. En cliquant dessus, je me suis dit, ça m'a l'air pas mal. J'ai voulu approfondir en allant sur Google Images. Alors, j'ai tapé Takasaki. Là, je vois qu'il y a des temples, tout ça, et je vois qu'il y a une statue qui surplombe la ville. Et par après, je suis allé voir sur Google pour voir si l'endroit était assez coté sur les gros sites de tourisme. Et puis, je suis allé sur YouTube pour voir s'il n'y avait pas déjà des gros youtubeurs qui avaient présenté l'endroit. Souvent la fréquentation de l'endroit peut vite évoluer. Donc après avoir vérifié si l'endroit était touristique, donc s'il y avait des choses à visiter, à voir si l'endroit était sous-coté ou sur-coté, voilà, nous sommes allés à Takasaki. Je dis nous, je parle de Nico, donc qui m'a accompagné les 2 premières semaines de ce voyage. Puis j'ai fait 2 semaines en solo. Donc on est arrivé à Takasaki, c'était vraiment très joli et très calme. Il y avait des maisons modernes, des maisons traditionnelles, il y avait des maisons de toutes les couleurs. Il y avait même une maison grecque. Et l'attraction principale touristique de la ville, c'était la statue de Kwannon qui surplombe la ville. Donc une statue de 42 mètres de haut. Et voilà, c'était juste un pur chef-d'œuvre. Toute la journée était un pur chef-d'œuvre. Et le peu de monde qu'on a croisé,
ben, on a discuté avec tout le monde, que ce soit les mamies des boutiques d'Omiyage, donc de souvenirs, les gens qui nous ont renseignés pour nous aider dans notre chemin, la mamie au top d'Aruma avec le prêtre ou le moine, je sais pas trop comment appeler ça, et les ouvriers du parc. On a commencé à discuter, voilà, c'était vraiment convivial, c'était vraiment ce que je recherchais, du calme, des choses à voir touristiques et cool, et pas de touristes. Le deuxième outil que j'ai utilisé, c'est Instagram. Instagram, c'est une mine d'or. Il y a énormément de préfectures qui se servent de Instagram pour faire de la com, pour présenter leur ville, leur région, pour dire hey, nous aussi on existe, il n'y a pas que Kyoto. D'ailleurs, ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années maintenant que les préfectures invitent des Instagrammeurs, des blogueurs, des YouTubeurs afin de faire de la publicité pour leur préfecture parce qu'ils n'ont pas le choix. Les gens, si on leur sert pas sur un plateau les endroits, ils n'y vont pas en fait, ils prennent pas la peine de rechercher manuellement. Donc, je suis quand même content peu de faire ce genre de vidéo histoire de mettre ma pierre à l'édifice. D'ailleurs, c'est sur Instagram que je suis tombé sur Yamadera. En soi, Yamadera, c'est pas un endroit secret, hein. Si vous faites des recherches sur la préfecture de Yamagata, vous allez tomber dessus. Mais c'est pas l'endroit qui va ressortir si vous faites une recherche générale sur le Japon. En arrivant sur place, c'était vraiment le déclic. C'était the déclic. C'était la première vidéo, ça a été la première destination. Et même en arrivant avec le train et qu'on voyait la ville de campagne, et la petite rivière qui traverse la ville, c'était purement traditionnel, c'était calme, c'était vraiment paisible. Avec le petit pèlerinage pour aller dans la montagne, avec tous les temples, tu vois, ça faisait un petit peu le côté Senseiya, les chevaliers du Zodiaque, avec les maisons d'or. Et au sommet, on avait la vue sur toute la ville avec les montagnes autour. C'est vraiment un kiff absolu et je me suis dit ça y est, je veux voir que ce genre d'endroit. C'est vraiment trop cool. Alors si vous voulez aller aussi à Yamadera, c'est à 3h30 au nord de Tokyo, c'est à côté de Sendai. Ça fait un peu loin. Vous y allez si vous avez vraiment envie d'y aller. Ou sinon, si vous prévoyez un trip dans le nord du Japon, je vous conseille vraiment de le faire. Autre chose aussi que je vous invite à faire, c'est faire des recherches concernant les festivals, les matsuri, les événements qu'il peut y avoir au Japon lorsque vous serez sur place. C'est-à-dire de bien fouiller les sites, pas forcément les sites généralistes, c'est-à-dire les sites des préfectures. Parce que si vous allez sur les sites en tapant matsuri au Japon, vous allez avoir tous les gros festivals, mais hyper connus. Alors qu'en cherchant sur les sites de préfecture, vous aurez des petits festivals de campagne. Et moi, l'événement principal du fait que je suis parti fin octobre, c'était Halloween. Halloween au Japon, c'est une institution. Je vous invite vraiment à jouer le jeu. Si vous allez à Halloween, vous allez dans les Don Quijote, etc. Il y a plein de magasins pour acheter des petits costumes pour 20, 30, 40 euros. Et le fait de jouer le jeu, ça va vraiment augmenter puissance 10 l'intensité de ce que vous ressentez sur place. Parce que là, il y a le côté qu'il y a tout le monde qui vous arrête pour prendre des photos. Nous, on s'est acheté des bêtes costumes de Yankee en mode GTO, tu vois. On a acheté ça 1 heure avant d'aller à Halloween. Et le truc, c'est qu'on s'est fait arrêter, je sais pas, 150, 200 fois. On a des costumes de merde, mais on se fait arrêter toutes les 2 secondes. Alors, moralité de l'histoire, si tu vas au Japon, que tu fais 2 mètres, pas besoin d'avoir un bon costume. Il y a même un truc de publicité qui nous a arrêté pour prendre des photos de nous. En plus, on peut y faire des rencontres assez sympathiques. Si vous vous promenez les grandes soirées, genre le dernier week-end ou la soirée du 31, c'est vraiment un truc de malade. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à le faire. Le dernier outil à ne pas négliger, il s'appelle Ichiban Japan. Lorsqu'on est arrivé au Japon, on s'est contacté pour se voir, tout ça. En discutant, je lui ai montré mon planning et par exemple, il me disait tiens, je vois que tu vas dans le nord de Osaka, je te conseille d'aller voir le Katsuoji. Alors le Katsuoji, si vous avez suivi les vidéos, c'est le temple où je me suis perdu dans la montagne de Mino. Donc en fait, en me promenant à Mino, j'ai voulu prendre un raccourci dans la montagne pour aller au Katsuoji parce qu'il y a eu des éboulements suite à un typhon, sauf que je me suis complètement paumé. 2 jours après, je suis allé au Katsuoji. Donc là j'ai pas pris de risque, j'ai pris un taxi. C'est assez difficile d'accès dans le sens où il n'y a pas de train qui va là-bas, donc il faut bien vous renseigner sur les bus et sur les taxis au départ de la gare de Mino. Et c'était juste une pure tuerie. Je pensais rester 1 demi-heure sur place, je pensais trouver un temple ou autre avec voilà une petite place et c'était énorme. En plus le fait d'y aller en automne, il y avait des momiji partout, c'était juste sublime. Donc si vous êtes du côté de Osaka, je vous invite vraiment à aller voir le Katsuoji. Et c'est également Ichiban Japan qui m'a conseillé le Toganji, donc le temple à Nagoya avec son Bouddha assis, qui est assez méconnu parce qu'il est dans un quartier assez reculé, près de la gare de Motoyama, si je dis pas de bêtises. C'est le genre de truc que si tu ne connais pas, tu vas pas forcément te promener là par hasard, quoi. Donc voilà, encore un grand merci au poteau Guillaume. Du coup, vous avez tous les éléments qui ont constitué mon itinéraire de cette année au Japon. Mais bon, c'est bien d'avoir les endroits. Maintenant, il faut les inclure dans un planning. Donc, on va parler du planning.
Par expérience, je sais que énormément de gens font des plannings militaires. Ce que j'appelle planning militaire, c'est vraiment carré, quoi. C'est debout à 7 heures, il faut de la 9 heures, il faut faire ça à 11 heures. On a une demi-heure pour faire ça. Je vous le dis tout de suite, ce genre de planning, c'est des plannings de psychopathes. C'est très stressant et très frustrant. Stressant dans le sens que vous allez regarder votre montre toutes les 5 minutes pour voir si vous respectez votre planning. Et frustrant dans le sens où il y aura des endroits fermés, il y aura des endroits que vous n'aurez pas le temps de faire, donc que vous allez reporter sur d'autres journées. Des journées qui sont déjà chargées, donc que vous allez surcharger. Et ça va être un enfer. Je vous invite vraiment à chiller parce qu'il y a énormément d'imprévus qui peuvent complètement changer votre planning. D'abord, il y aura le côté coup de cœur parce qu'il y a des endroits que vous ne connaissez pas, que vous jugez, que vous allez prendre peut-être une demi-heure, 1 heure à visiter. Finalement, vous allez trouver que c'est super beau, que c'est super grand, peut-être que même il y aura un événement sur place. Donc, vous allez rester 1 heure, 2 heures, 3 heures et vous allez complètement déborder sur votre planning. Donc, déjà, pensez au côté coup de cœur. Ensuite, il y a la météo. Vous aurez beau faire le planning le plus parfait au monde, le plus carré possible, vous ne pouvez pas gérer la météo. Je me suis tapé 11 jours de pluie sur les 29 jours que j'étais au Japon. Donc ça fait plus d'un tiers du voyage que j'ai passé sous la flotte. Et un petit conseil qui peut vraiment paraître tout con, mais par exemple, je sais pas si vous êtes à Tokyo ou même dans d'autres grandes villes, gardez les endroits d'intérieur pour les jours de pluie. Ça peut vraiment paraître tout con parce que je dis, mais si vous vous levez le matin et que vous voyez qu'il y a un soleil radieux, allez visiter des trucs en extérieur, des parcs, des forêts, des lacs, je sais pas. Soyez flexible et au moins comme ça vous allez vraiment rentabiliser au maximum votre temps et vous serez un petit peu moins dégoûté. Il y a aussi les endroits que vous allez découvrir sur place. En me promenant dans une gare, j'ai vu une publicité pour un village de Noël et la publicité, je l'ai vue qu'une seule fois en plus. Tout ce que je comprenais sur la publicité, c'était le nom, c'était Geoillumination. Alors en tapant ça sur Google, j'ai vu que c'était au Yomi Horyland, donc c'est un parc d'attractions à Kawasaki, c'était une petite demi-heure au sud de Tokyo. Moi qui adore les décorations de Noël, je me suis dit ce serait cool d'aller jeter un œil. Donc je me suis improvisé une journée sur Kawasaki. En arrivant au parc le soir, c'était juste une tuerie. C'était magnifique, c'était un côté parc d'attractions, fête foraine, comme on a l'habitude de voir dans les films qui passent en période de Noël. Il n'y avait que des familles, j'ai pas vu un seul touriste. Je vous invite vraiment à aller visiter cet endroit si vous êtes en famille avec des enfants ou autre. C'est pas cher, je crois que c'est dans mes souvenirs c'est 10 € par adulte. Je pense que ça doit être moins cher pour les enfants. C'est entre mi-octobre et mi-février. Je vous mettrai le site en description si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est vraiment pour moi, pour le moment, c'est le must en termes de décoration de Noël que j'ai pu voir au Japon. Et le facteur qui peut vraiment tout changer au niveau de votre planning, ce sont les rencontres. Moi, j'ai revu pas mal de contacts que j'avais sur place, que ce soit des Français, des Japonais. J'ai revu mon pote Oyonnax avec qui on a passé 2 excellentes soirées où on a fini vraiment dans une misère totale. Yuka, que vous avez pu voir à la soirée d'Halloween, mais on a passé au moins 2-3 soirées ensemble, c'était vraiment très marrant. Puis il y a eu Yoshie. Donc Yoshie, c'est une amie japonaise de Nico qui habite à Hamamatsu, dans la préfecture de Aichi, et elle nous a invités à venir 2 jours dans sa maison familiale. Donc il y avait son papa, sa maman, son frère, et déjà le côté de vivre dans une famille japonaise, c'était déjà une expérience unique en soi, pour tous les deux. Du coup, pour la première journée, Yoshie nous a amené à Maisaka, c'est à quelques minutes de voiture de Hamamatsu, pour le Taiko Matsuri. Donc c'est un festival de tambour japonais, mais c'était surtout un petit festival de campagne absolument méconnu des touristes étrangers. D'ailleurs, quand on est arrivé sur place, on a été reçus comme des rois, on a été gavé de nourriture, de saké, de bière, et donc c'était Matsuri, bouffe, picole, Matsuri, bouffe, picole. C'était comme ça toute la soirée. Et pour la petite anecdote que je dis pas dans la vidéo, c'est qu'en fait la première table où on est assis, Yoshie nous l'a pas dit pour pas nous mettre mal à l'aise, mais tous les gens qui sont à table, c'est tous les gens aisés de la région. Toute la nourriture qui est à table, genre les sushis au fugu, c'est-à-dire c'est le fugu de qualité, est un poisson extrêmement cher, et nous on a bouffé ça comme si on était au Kaiten Sushi du coin. C'était vraiment super plaisant, donc c'était une expérience vraiment géniale. D'ailleurs, si ça vous intéresse, l'édition de cette année, c'est le 22-23 octobre, donc je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Par contre, si vous y allez, faites pas les forceurs. C'est pas parce que nous, on a été invités que vous serez peut-être invités aussi. Mais si vous voulez avoir plus de chance, je vous invite vraiment à peut-être prendre une bouteille d'alcool de votre région. Voilà, je pense que ça pourrait faire monnaie d'échange. Et le lendemain, on a repris la voiture pour aller se promener, pour faire un road trip dans la montagne, dans la préfecture de Aichi. Et Yoshie nous a amené au mont Chaosu, donc le Chaosuyama. C'est une montagne qui fait office de frontière naturelle entre la préfecture de Aichi
Aichi et de Nagano. Pas de train qui va là-bas, si vous n'avez pas de bagnole, c'est un petit peu d'aide. Et c'était vraiment un pur kiff. Il y avait des momiji partout, il y avait du brouillard, il y avait toutes les Alpes autour, donc il y avait toutes les montagnes. Puis on a pris le télésiège pour aller au sommet. On est tombé pile pendant le coucher du soleil. Il y avait toutes les couleurs dans le ciel, c'était juste merveilleux. C'était une journée de rêve, j'aurais pas pu espérer mieux aussi. Et au retour de mon voyage, je suis repassé par Hamamatsu. On a fait un road trip autour du lac Amanako, donc le lac principal du côté de Hamamatsu. On est tombé sur une petite gare, c'était Amanako Sakume. C'est une petite gare avec des centaines de mouettes, avec une attraction locale, c'est le vieux papy. Donc en fait, ce papy, ça fait 18 ans, 6 mois par an qu'il va nourrir tous les jours les mouettes. Ça peut paraître rien, c'est le genre de rencontre humaine, c'est le genre de petite expérience qui fait super plaisir à vivre. Et pour finir en termes de rencontres, je parlerai de Pierre et de Taka. Donc en discutant, ils m'ont invité à venir à Tenri, qui est une petite campagne juste à côté de Nara. Donc du coup, ils m'ont fait visiter le temple principal. On a été visiter l'université. Donc j'ai pu aller visiter un peu les locaux, mais je n'ai pas trop filmé parce qu'il y avait encore pas mal d'élèves. Et surtout, j'ai été visiter la plus grande secte du Japon, l'une des plus grandes, voire la plus grande secte du Japon. C'est vraiment une expérience de fou. Alors je fais pas l'apologie des sectes, mais le fait de vivre l'expérience, de tomber en plein dans la prière, c'était un truc de malade. Je vous invite vraiment à chiller, donc c'est vraiment profiter de vos journées. Donnez-vous un point A et un point B, allez visiter ça et puis après le reste ce sera que du bonus. Ne faites pas la course au selfie parce que ça j'ai pu le voir par exemple quand je suis allé à Magome. Donc Magome c'est là où on peut faire la Nakasendo, donc l'ancienne route marchande qui reliait Tokyo à Kyoto. Ce que j'ai pu constater, c'est que la plupart des touristes chinois, en fait, ils font que les villes étapes. Ils ne font pas la Nakasendo, c'est-à-dire ils font la ville, ils prennent 2-3 selfies, ils partent, ils prennent le bus et ils vont à la ville d'étape d'après. Alors que l'attraction principale, c'est clairement faire la route qui relie ces villes-là. C'est un petit peu comme si tu allais à Disneyland, que tu rentrais dans le parc, que tu faisais un selfie avec le château dans le fond, et puis tu quittes le parc directement. Ça sert à rien. Pour conclure en termes d'itinéraire et de planning, je sais que la plupart des gens feront des plannings assez touristiques, voire Tokyo, Kyoto, mais essayez d'inclure au moins 1 ou 2 journées d'aventure. Et n'ayez pas peur d'aller dans des endroits reculés en vous disant « Ouais, mais je parle pas japonais, dans les campagnes, ils parlent pas anglais ». On est en 2018, il y a des écoles partout, ils apprennent l'anglais partout. Donc il ne faut pas voir les campagnes comme des fermiers avec des salopettes avec des grosses dents et qui dépassent là comme ça. Les campagnes sont des villes tout à fait normales où on parle un petit peu anglais. Il faut juste vous mettre au même niveau d'anglais qu'eux. Donc c'est-à-dire qu'il faudra japoniser votre anglais. Les gens seront souriants, les gens seront accueillants et les gens seront patients. C'est-à-dire qu'ils vont être curieux de vous connaître et même s'il y a un petit problème de communication, ils seront patients. Ils vont essayer de répéter avec des gestes. Ils vont essayer d'inclure un mot ou deux anglais. Puis il y a les smartphones. Voilà, il y a les smartphones qui peuvent traduire. Donc c'est vraiment très facile de communiquer, il ne faut pas se mettre des barrières qui ne servent strictement à rien en fait. Du coup on passe à la prochaine partie qui va être le logement. Alors, mon logement cette année au Japon, ça a été le gros point faible. Ça a été le gros point noir de ce voyage. Tout simplement parce qu'en préparant le voyage, sur le papier, ça m'avait l'air bien, mais ce que j'ai préparé n'était absolument pas bien du tout. Pour résumer, en fait, j'avais choisi 3 villes types, Tokyo, Osaka et Nagoya. J'avais pris un appartement dans chaque ville et puis le but c'était de rayonner autour pour trouver des endroits méconnus, mais passer les soirées en ville avec des amis. Mais je me suis vite rendu compte que c'était absolument pas la bonne solution, c'était absolument pas pratique. Dans le sens où j'allais dans des endroits à 1h30, 2h de là où j'avais mon appartement, mais du coup aux alentours de 19h, 20h, il fallait déjà que je songe à rentrer à mon appartement. Donc du coup, je profitais pas des soirées de là où j'étais et je passais toutes mes soirées dans le train. Donc c'était absolument pas plaisant du tout. Alors au départ, ça allait encore, mais plus le temps passait et plus je me rendais compte que c'était vraiment une mauvaise idée, que j'étais crevé. C'est au moment où j'ai fait toute la pointe sud du Kansai, donc quand j'ai fait Nachi, quand j'ai fait Shingu, Matsusaka et Ise, c'est vraiment là où je me suis rendu compte que c'était génial parce que là j'avais pris des hôtels à moins de 20 minutes de là où je visitais, donc je pouvais faire des petits allers-retours à l'hôtel pour aller charger un appareil, pour aller chercher ma veste. C'était vraiment très très plaisant. Alors sur Twitter, j'avais demandé si les gens avaient des questions. Donc il y a une question de Stargate. Comment ça se passe en termes de logement? Est-ce qu'il faut réserver à l'avance? Est-ce qu'il faut déjà prendre tout d'un coup? Est-ce qu'il faut prendre au fur et à mesure? Le conseil que je peux donner, si vous êtes dans un endroit restreint, si vous êtes dans une grande ville, prenez un logement fixe. Comme ça, voilà, vous déposez votre valise est en sécurité, vous savez que vous avez un logement. Maintenant, si vous comptez aller visiter vraiment des choses qui sont à 1h, 2h, je vous encourage vraiment à aller dans des hôtels, donc dormir sur place. À ce niveau-là, je sais
oublier que le stress, ça peut être la valise. Vous allez dans une grande gare, hein, je sais pas, Shinjuku ou Ueno ou autre, donc une grande gare principale, et vous laissez votre valise dans un casier et vous prenez 2-3 t-shirts, 2-3 calbars avec vous. Comme ça, vous partez en mode sac à dos. Vous vous servez de Tokyo un petit peu comme un point de chute, comme un checkpoint pour aller rechercher des affaires. Au moins, vous vous encombrerez pas avec votre valise. Donc du coup, en parlant de valises et de linge, il y a Stargate qui pose aussi une autre question concernant le fait de laver son linge. Comment ça se passe au Japon? Si vous louez des Airbnb ou des chambres privatives, il y a de grandes chances qu'il y ait des machines à laver à l'intérieur. Dans la plupart des hôtels, il y a un service de blanchisserie, donc renseignez-vous aussi à ce niveau-là. Sinon, si vous n'avez pas accès à une machine à laver dans votre appartement ou dans votre hôtel, il suffit tout simplement d'aller sur Google Maps, vous tapez laverie automatique ou laundry en anglais et vous aurez le choix. Et la plupart des laundries ferment assez tard, voire certains sont 24 heures sur 24, donc c'est pas un handicap dans votre planning, c'est-à-dire que même si vous rentrez à 22h, 23h, minuit, vous pouvez prendre votre linge, vous le mettez dans la machine, vous mettez quelques pièces, vous allez manger un truc ou prendre une douche, et après vous pouvez aller rechercher votre linge, et voilà, c'est fait. Et pour terminer en termes de préparation et d'organisation du voyage, Joël pose la question de quelles applications j'ai utilisées au quotidien au Japon. Il n'y en a pas 36 000. J'ai principalement utilisé Google Maps pour le côté GPS, pour le côté itinéraire, c'est-à-dire voilà, tu tapes de telle station à telle station, Google va te dire quel train il faut prendre, combien de temps ça dure, combien ça coûte. J'utilise pas mal aussi le traducteur de Google pour traduire par exemple des boutons, les boutons de la machine à laver, les boutons des télécommandes pour la clim, ou s'il y a une pancarte ou dans un restaurant pour traduire les cartes. Donc en gros, vous prenez une photo, puis vous passez votre doigt sur la chose qui est à traduire. C'est Google, des fois c'est utile, des fois ça donne ça. En termes d'applications de recherche de logement, j'ai Booking.com, j'ai Agoda, Expedia et Airbnb. Voilà, c'est les 4 applications de logement que j'ai. En termes de communication, je vous conseille d'avoir Line. La meilleure façon de communiquer si vous rencontrez des gens, ce sera Line. Alors certains auront Instagram, d'autres Twitter, mais quasiment 100% des Japonais ont Line. On attaque tout de suite avec le prochain sujet qui est le budget. Allez, c'est parti. Dans cette rubrique budget, je vais essayer de donner un maximum de conseils. Je vous parlerai à la fin de cette rubrique de mon budget au Japon. Mais je vais d'abord essayer de répondre à une question. Combien ça coûte de partir au Japon? La réponse est on n'en sait rien. On n'en sait rien tout simplement parce qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. On ne vous connaît pas, on ne connaît pas vos besoins, on ne connaît pas vos envies, on ne connaît pas vos destinations, on ne connaît pas votre itinéraire. On ne sait rien de vous. À part Jean Timothée, 27 ans, Bac+9, parfait inconnu, qui ne vous connaît pas et qui vous donnera sur les réseaux sociaux votre budget au Japon, il n'y a vraiment que vous qui pouvez le travailler, ce budget. Dans les facteurs qui peuvent jouer sur le prix, déjà, il y a l'avion. Il faut savoir que partir en automne ou en hiver, ça coûtera déjà un petit peu moins cher que si vous partez au printemps ou en été, là où il y a une forte demande, où c'est les vacances scolaires. Donc déjà, il y aura plus de demandes. Donc les prix des billets d'avion vont vite décoller, sans mauvais jeu de mots. Donc ça peut vite jouer sur 100, 200, 300 euros de différence selon la saison. Donc déjà, l'avion n'est pas à négliger. Autre conseil, lorsque vous allez dans les grandes villes, songez au Free Pass. Qu'est-ce que c'est le Free Pass? C'est un pass de métro. Par exemple, à Tokyo, ça coûte 600 yens, ça fait 4-5 euros. Et avec ce pass, vous pouvez prendre le métro à volonté pendant 24 heures. Parce que je sais comment c'est, on va d'un quartier à l'autre, on paye 1 euro, 2 euros, 1 euro, 2 euros. On peut vite finir avec 10 euros en fin de journée. Bon, en soi, vous allez dire, c'est pas grave, c'est un écart de 5-6 euros. Mais sur plusieurs journées, ça peut vite faire la différence. Puis, on va prendre le cas où vous allez quitter la grande ville, par exemple. On va prendre le voyage type, le voyage une semaine Tokyo et le voyage une semaine dans le Kansai, donc Osaka, Kyoto et Nara. La plupart des gens vont vous dire prends un JR Pass. Le JR Pass, c'est un pass de train, donc c'est le Japan Rail. C'est un pass pour touristes qui vous permet de prendre les Shinkansen, donc les TGV japonais qui coûtent très cher, de prendre les trains, de prendre certains ferries. Un aller-retour Tokyo Kansai en Shinkansen coûte plus de 200 euros. Le JR Pass une semaine coûte plus de 200 euros. Donc logiquement, c'est vendeur. On se dit ok, l'aller-retour rentabilise le JR Pass, donc du coup tout ce qu'on fera sur place, ce sera que du bonus. Alors oui, dans le sens où ce sera rapide et vous ne prenez pas la tête, surtout si vous avez largement les moyens, faites-le, hein. Mais non, économiquement parlant, ce n'est absolument pas la meilleure des façons. Il existe ce qu'on appelle le bus de nuit. Donc en gros, vous partez de Tokyo pour aller dans le Kansai en quart de nuit. L'aller-retour, ça coûte, allez, une petite moyenne, ça coûte 75-80 euros l'aller-retour. Mais comme dit le nom, c'est un quart de nuit. Vous passez la nuit dans le quart. Donc déjà, vous économisez 2 nuits de logement que vous auriez quand même passé quelque part dans un hôtel. Donc en gros, l'aller-retour rentre dans le budget logement. Ça rentre même pas dans le budget transport. Tout ce qui rentrera dans le budget transport, ce sera les métros
métro que vous allez prendre sur place. Et Osaka, Kyoto et Nara sont 3 villes vraiment très proches. Donc ça coûtera 5-6 euros pour aller d'une ville à l'autre. Et même si on prend le cas que vous allez prendre un petit métro ou deux sur place, ça va vous coûter 10 euros par jour. Donc au final, vous allez peut-être utiliser 50 ou 60 euros de transport sur place. On est très loin des 220 euros du JR Pass. Vous faites une économie de plus de 150 euros. Donc réfléchissez bien lorsque vous préparez votre voyage. Puis ensuite, il y aura le logement. En termes de logement, je ne peux pas trop vous conseiller parce qu'il y aura des gens qui seront assez débrouillards dans le sens où ils iront dormir dans des capsules hôtels. Il y aura des gens qui feront du coach surfing, donc qui iront dormir chez des gens en échange de services. Il y a plein de méthodes de logement au Japon à différents prix. Certains auront besoin de confort, donc ils prendront des trucs un petit peu de luxe. Donc ça, c'est vous qui voyez si vous voulez aller dans un ryokan, dans une auberge. Le seul conseil que je peux vous donner, mais bon, ça me paraît simple, c'est juste que si vous partez à plusieurs, louez des appartements. Le fait de partager le prix d'un appartement, le logement vous coûtera pas très cher, donc ça peut être très avantageux. Au niveau de l'internet, il y a plein de formules. Il y a la formule gratuite, c'est-à-dire que au Japon, il y a plein de points de Wi-Fi gratuits. Donc, que ce soit les places publiques, que ce soit les gares, que ce soit les centres commerciaux, que ce soit certains restaurants, que ce soit les combini. Alors, la plupart ont un débit qui pue du cul. Je dis directement, ça va ramer, ça va être lent. Principalement, les Starbucks et les combini, ils ont une très bonne connexion. Donc, si vous avez des recherches à faire, je vous invite à aller là-bas et surtout télécharger les cartes Google Maps de là où vous visitez. Comme ça, même vous pouvez aller visiter des coins perdus, même sans internet, vous aurez la carte et vous aurez le GPS avec la boussole. Donc ça, c'est quand même le bon plan. Puis ensuite, il y a deux formules payantes, c'est-à-dire la première, c'est la carte SIM. Vous payez 15, 20, 25 euros pour avoir 3, 4, 5 gigas de data. Puis il y a la formule un peu plus chère, c'est la Pocket Wi-Fi. Moi, c'est ce que j'ai pris parce que je suis un gros consommateur d'internet. Mais ça peut vous coûter plus cher. Pour donner l'exemple, sur le mois que je suis parti, j'ai loué une Pocket Wi-Fi en débit illimité. Ça m'a coûté 100 euros. Ça coûte cher parce que j'étais seul, mais maintenant, si vous partez à 2, 3, vous pouvez vite diviser le prix et ça coûte pas très cher finalement. Puis on en vient au gros du budget qui est l'argent de poche. Mais demandez combien il faut d'argent de poche, j'ai jamais compris cette question non plus en fait. Parce que là aussi, il y a plein de facteurs. Déjà, le facteur de la bouffe. Bon, un plat moyen, c'est 5-10 euros. Mais après, il y a des sushis où vous payerez 50 euros. Il y a du bœuf de Kobe, du fugu, où vous pouvez vite monter à 100-200 euros. Ça, c'est vous qui voyez ce que vous voulez tester au Japon. Puis il y a le côté, moi par exemple, je mangeais qu'une fois par jour. Mais il y en a qui voyagent pour manger. Donc c'est-à-dire qu'ils vont manger 5-6 fois sur la journée. Que ce soit les boissons, c'est pareil. Puis il y a le côté, les soirées avec l'alcool, ça peut vite se chiffrer très cher. D'ailleurs, Oishi-san m'a posé la question quel a été mon budget alcool. Si je fais le moyen, je crois que je dois être dans les 300 balles, quelque chose comme ça. Mais c'est dur à évaluer parce que voilà, le soir, tu passes ton combini, tu prends ta petite bière, ton petit umeshu. Donc voilà, je peux pas trop chiffrer, mais on va dire environ 300 balles. Mais le prochain voyage, je te ferai un petit cahier de charge spécial pour toi. Mais donc voilà, il y a plein de facteurs. Moi, la seule réponse que je peux vous donner, c'est ayez le maximum d'argent. C'est pas de la survie, c'est des vacances. Ayez le maximum pour dire de profiter. Du coup, pour terminer ce budget, je vais répondre à la question de Kaya qui me demande combien ce voyage m'a coûté tout compris. Moi, j'ai usé 3500 euros. Alors, j'aurais pu économiser un petit peu parce que j'ai commis pas mal d'erreurs de débutant encore, des choses que je me suis rendu compte par après. Mais au final, je me dis que c'est pas grave, c'est des vacances. J'ai profité, j'ai kiffé. Donc, c'est vraiment le principal. Du coup, on passe à la dernière partie de ce bilan, de ce voyage au Japon, qui est partir seul au Japon. Allez, c'est parti. Partir seul au Japon, ça peut vraiment être très effrayant. Moi-même, pendant 6 ans, donc aux alentours de mes 19-20 ans, j'étais prêt à partir au Japon, j'avais le temps, j'avais l'argent. Mais vraiment, pendant 6 ans, je me suis trouvé plein d'excuses pour pas y aller. Donc, j'ai dû attendre 26 ans avant de pouvoir partir la première fois au Japon, de trouver quelqu'un de mon entourage qui était prêt à partir avec moi au Japon. Et une fois sur place, je me suis dit, mais quelle connerie, c'était tellement facile. Alors, je préfère quand même partir en duo pour le côté fun, mais il faut pas que partir solo ce soit un frein. Ce troisième voyage au Japon devait être un voyage 100% solo. En dernière minute, ça s'est décidé que ce serait 2 semaines en duo et 2 semaines en solo. Mais d'un côté, je vous invite à faire pareil. Si vous avez peur de partir en solo, je vous conseille de partir avec un duo 1 semaine ou 2 et prolonger votre voyage de quelques jours en solo juste pour vivre l'expérience, voir si vous êtes capable de faire un voyage sur le long terme en solo. Mais vraiment, j'ai autant kiffé le voyage en duo que le voyage en solo. Socialement parlant, j'ai rencontré plus de monde que lorsque on était en duo, tout simplement
parce que quand tu es en duo et que tu parles en français avec la personne ou avec tes potes, ben, vous créez un petit peu une barrière en fait. Vous êtes dans votre bulle, vous êtes occupé, alors que le fait d'être seul et de ne pas parler, le fait d'être là avec mon verre et mon téléphone, j'étais accessible. Donc il y avait des gens qui venaient me parler en mode d'où tu viens, pourquoi en fait, tu es dans cette ville que personne ne connaît. C'était assez marrant d'avoir des petites questions de curiosité comme ça. Et comme je te disais dans l'itinéraire, il faut pas que la langue soit aussi un frein. Ouais, mais mon japonais il est tout pété, enfin je sais juste dire bonjour et merci. Mon anglais il est moyen. Moi-même mon japonais il est tout pété, c'est-à-dire que je parle pas japonais du tout. Je connais mes hiragana, mes katakana, je sais me présenter, je sais demander mon chemin, je connais quelques mots de vocabulaire, mais bon, enfin, le souci c'est que voilà, si je parle un petit peu japonais, on me répond en mode mitraillette et là je comprends rien du tout. Donc du coup, je précise d'entrée que je ne parle pas très bien japonais, voire pas du tout. Du coup, ben, on essaye de discuter un petit peu en anglais japonais, mais surtout il faut vous mettre à leur niveau d'anglais. Comme je disais il y a quelques secondes avec le japonais qui parle vite et que je comprends absolument rien, ben, c'est pareil pour eux avec l'anglais. Si vous commencez à parler anglais avec un anglais parfait, avec une prononciation parfaite, en mode mitraillette aussi, ben ça va les mettre mal à l'aise parce que c'est pas l'anglais qu'ils ont appris à l'école. Eux, ils ont un anglais qui est japonisé, qui est katakanisé. Alors, je vais pas vous raconter pendant 10 milliards d'années ce principe de japoniser un mot. Je vous mets la vidéo de Kazu qui est sortie il y a pas longtemps où il explique très bien la chose. Donc, je vous invite à aller la voir en fin de vidéo. Mais une fois que vous aurez maîtrisé ça, franchement, ça va déjà ouvrir plus de portes. Et c'est très rare les soirées où j'ai fini en solo, c'est-à-dire que le soir ben, vous allez dans des petits bars, vous allez dans des karaokés, vous allez dans des petits restaurants en mode yatai, donc c'est des petits restos carrés où il y a genre 6-7 personnes plus le cuisinier et c'est plein de gens qui changent, et les gens se parlent, les gens se posent des questions, le fait qu'il y ait un étranger dedans, ça attise un petit peu la curiosité. Des fois moi, quand j'y allais, personne parlait anglais, il y avait au moins une personne qui avait des notions d'anglais qui me servait d'interprète, donc au final je passais une très bonne soirée. Oui, il y a aussi les speakeasy bars, c'est des bars où vous pouvez rencontrer des étrangers ou des japonais qui apprennent le français, vous pouvez vous créer pas mal de contacts sur place. Il y a Bonjour Tokyo de Julien Tirode qui a son propre bar maintenant à Komagome, donc vous pouvez y aller, rencontrer des Français, rencontrer des Japonais, improviser un trip à gauche, un trip à droite en duo avec des gens que vous aurez peut-être rencontrés sur place. Donc vraiment, il ne faut pas que partir seul ce soit un frein. Et ce que j'ai kiffé aussi dans le fait de partir seul, c'est la liberté. C'est le fait de te lever le matin, tu prends ta douche, en 10 minutes, tu es déjà dehors, tu attends pas les gens, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, tu rentres quand tu veux. Le côté de pouvoir chiller, voilà, tu veux te poser, tu veux regarder le paysage pendant 30 minutes, t'as pas quelqu'un qui t'attend derrière, tu fais ce que tu veux. Juste, si vous êtes seul, que vous avez les moyens, que vous voulez partir au Japon, vivez votre rêve. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo bilan. Je pense qu'elle est déjà très longue. On doit être sur du 30-35 minutes minimum. En tout cas, je remercie vraiment tous ceux qui ont regardé les vidéos depuis le début, en cours ou qui sont maintenant, voilà, qui découvrent la chaîne maintenant. Je vous remercie vraiment énormément, malgré que je n'ai pas apporté de qualité, c'est-à-dire que lorsque je suis rentré du Japon, j'ai appris le montage, c'est-à-dire que je regardais des tutos et je mettais pause toutes les 10 secondes. Donc maintenant, tu compares ma première vidéo par rapport à ma dernière vidéo, tu verras qu'il y a quand même une évolution, mais je suis toujours dans l'amateurisme. J'ai essayé d'apprendre de nouvelles techniques pour rajeunir un petit peu les vidéos. Donc pour la prochaine aventure, j'espère que ce sera un petit peu plus 2.0. Un grand merci au poteau Laurent Cassia qui m'a soutenu dès le départ en disant à ses abonnés, allez vous abonner à la chaîne de Fred. Bon, il n'a pas encore de vidéo, mais allez vous abonner. Il m'a bien aidé à me lancer dans l'aventure. Qui m'a pas mal soutenu aussi pendant ses lives, à dire allez vous abonner à la chaîne de Fred, il fait des bonnes vidéos et tout. Bon, ça me gêne un petit peu parce que je sais que je fais pas de la bonne qualité, mais ça fait vraiment plaisir. Et aussi un grand merci au poteau Guillaume Ichiban Japan qui a partagé mes vidéos. Je m'attendais pas à ce qu'il le fasse. D'ailleurs, quand il a RT ma première vidéo, j'ai été le trouver. Je fais mec, t'as une réputation, hein. Moi, je fais de la merde, il faut pas RT ça. Et il m'a dit mec, si tu faisais de la merde, t'inquiète pas que je t'aurais pas partagé. Donc vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. Alors peut-être que c'est moi qui me sous-estime. Après, c'est vrai que j'ai déjà trouvé sur internet genre des vlogs tout pétés en mode Parkinson avec de la musique derrière. Je pense que les gens trouvent que c'est stylé, mais non, c'est pas stylé du tout. C'est vrai que sur une certaine échelle, je me trouve, on va dire, au milieu. Mais pour le moment, les vidéos que j'ai sorties, c'est pas ce qui était dans ma tête, c'est pas ce que j'avais prévu de sortir à la base. Donc c'est pour ça que je suis un peu déçu, même si pas mal de gens essayent de me convaincre que je fais quand même un truc bien. Je remercie également Romain Mikazaku
qui m'a aidé à faire toutes les miniatures. Voilà, on a passé des heures sur Skype, c'était super marrant. D'ailleurs, il y a quelques petites miniatures où il y a des choses cachées dedans. Donc si vous voulez jouer le jeu, d'aller revoir pour essayer de trouver ces petites choses cachées dans les miniatures, ben, je vous y invite à aller sur mon Twitter et chercher un petit peu les images en grand. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Je remercie DLJ dans la jungle pour toutes ces musiques. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais pas très chaud parce que je savais qu'il y avait le côté strike si on met des musiques, les droits d'auteur, tout ça. Donc là, je te dis, mec, je kiffe tes musiques. Enfin, si je peux prendre tes musiques pour mes vidéos, ce serait super cool. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, mec, tu peux les prendre. Donc, j'ai pu me mettre à l'aise le temps de mes premières vidéos. Donc un grand merci à lui. Allez checker son SoundCloud dans la description. Et je remercie également Kevinson, le Japon en noir et blanc, qui m'a partagé pas mal de fois sur Instagram, malgré qu'il soit très critiqué. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien partager, qui aime bien faire profiter de sa notoriété aux petites chaînes. Donc encore un grand merci à toi, mec. Sur ce, je remercie tout le monde. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la vidéo Storytime. Enfin, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Et je repars très bientôt en voyage. Donc je vous fais une petite vidéo qui vous raconte ça aussi très bientôt. Allez, portez-vous bien. Allez, tchuss.